Alors, Bion, bon ben, il y a un certain nombre de gens ici qui savent que c'est un peu devenu mon dada, pas depuis si longtemps. Et c'est un dada que j'ai rencontré la pensée de Bion en même temps que j'ai rencontré Tamara Lando, et ça me fait très plaisir de vous parler des deux aujourd'hui lors de ce moment de travail. Donc je vais vous parler de l'enclave et de l'identification projective à la lumière de Bion. Je vais commencer par une grande citation de Bion. Alors, je pense que nous avons avantage à considérer que le symptôme observé ne sera pas compris tant qu'il est supposé ne se développer qu'après la naissance de l'enfant. Et Bion nous dit ça dans une de ces discussions qu'il a eues dans de multiples pays après son arrivée à Los Angeles. Et c'est les conférences de Los Angeles en 1976. 1976. Il continue. Il est utile de prendre en compte la peur subthalamique, en signifiant par là toutes ces émotions qui n'ont pas affleuré au point de pouvoir être dites conceptualisées, conscientes ou verbalisables. Les embryologistes ont leur propre conception de ces objets extraordinaires que sont les cavités auditives ou optiques, qui deviennent finalement des oreilles et des yeux. Si une pression sur votre globe oculaire peut vous faire penser que vous voyez des lumières, pourquoi cette pression ne créerait pas un effet similaire sur un fœtus qui vit dans un environnement à queue? Et il continue un peu plus loin. Je me demande quand les psychiatres et les psychanalystes rattraperont le fœtus. Quand seront-ils capables d'écouter et de voir ces choses? L'enfant obéissant accepte le peu de cas qu'on fait de ce qu'il avait pressenti. La chose est réprimée, puis revient. Tant qu'elle n'est pas suffisamment dramatique, elle ne se fait pas remarquer. En grandissant, le mode d'agir de la personne, s'infiltre jusque dans sa pensée conceptuelle. Et à la fin, quelqu'un déclare. Cette personne hallucine, elle délire. Or, il est possible que ce soit là la survivance d'une certaine capacité à voir et à entendre des choses, capacité que l'adulte va considérer comme folle ou névrotique. Voilà, je campe un peu le sujet. Je vais vous dire deux mots sur Bion, parce que peut-être certains savent, mais bon, j'ai vraiment essayé là, et dans la discussion, on verra les choses autrement, de transmettre quelques concepts clés qui permettent peut-être de mieux comprendre quelle était la pensée de cet analyste qui est souvent vécu comme très compliqué ou incompréhensible ou fou, je ne sais pas quoi. Voilà. Alors, Bion est né en Inde en 1897. Il quitte à 8 ans sa terre natale et sa famille pour vivre la vie de pensionnaire dans un collège anglais. À 18 ans, il est commandant de char dans les Flandres. Il y vécut une expérience cauchemardesque dont il apprit la fragilité de l'humain et l'empire de la destructivité. Il a été l'analysant de Rickman puis de Mélanie Klein. Il est parti à Los Angeles en 1969. Il rentre en Angleterre en 1979 et mourut d'une leucémie foudroyante. Il fut entre autres, alors ça c'est pour la petite histoire, mais bon, il fut entre autres l'analyste de Beckett et de Frances Tustin. Je pense que l'expérience de la guerre est au cœur de sa vie. Sa façon d'en témoigner est très particulière, elle est très factuelle, hallucinée. Mais là n'est que de façon annexe, mais
c'est quand même présent, je crois, dans toute sa façon de penser la vie psychique. C'est donc, c'est un peu annexe ce que je vous dis là, mais c'est très essentiel aussi. Dans une partie de lui, il ne se sentait pas exister. Il était habité par l'horreur, et c'est toute sa vie posé la question de ce qui peut rendre la réalité supportable. Bion ne se pose pas la question d'accepter la réalité, enfin mais de la rendre supportable. Avoir à penser ce qui nous arrive comme expérience émotionnelle qui caractérise le vivant humain et peut toujours nous persécuter. Sa question, c'est où ça commence, quand ça commence. Il émet l'hypothèse que les premiers ressentis commencent à un stade très reculé, quand la relation entre le plasma germinal et l'environnement se met à fonctionner. Cela laisse une trace, et il n'y a aucune raison de penser que le fœtus n'éprouve rien. Ce sont des premières pressions, des premiers ressentis qui un jour deviendront des sensations, des émotions. Alors, je pense que Bion s'est armé de deux piliers qui fonctionnent pour lui comme deux bons objets internes. Et avec ces deux piliers dont je vais vous parler, il explore des questions qui sont restées inexplorées et des phénomènes qui sont restés inaperçus. Le premier de ces piliers, c'est la théorie de Mélanie Klein de l'identification projective et du clivage destructif. Il dit de cette théorie qu'elle lui paraît révolutionnaire et troublante. C'était un homme très érudit et il ne lui a pas échappé que celle-ci, la notion d'identification projective, est contemporaine des découvertes scientifiques autour de la physique quantique. Un monde dans lequel nous vivons qui ne répond pas aux mêmes règles que celles où la pensée est venue se loger entre l'impulsion et l'action. Le deuxième pilier, c'est le Freud du texte de 1911 sur les deux principes du mode de fonctionnement psychique et la question de la conscience comme organe des sens qui permet de percevoir les qualités psychiques. Ça, c'est dans l'interprétation des règles. Donc, armé de ces deux piliers, et avec sa question de ce qui rend la réalité supportable, il remodélise les concepts psychanalytiques autour de la personnalité. La personnalité, ce n'est pas vraiment un concept psychanalytique, mais il a tout remobilisé autour de ça. Et la personnalité, ses fonctions, ses facteurs et ses éléments. En plus, il parle dans chaque personnalité de la partie psychotique et de la partie non psychotique. Et que les fonctions, facteurs et éléments qui organisent chacune de ces parties ne sont pas les mêmes. Alors, si l'analogie avec le langage mathématique, Bion parle beaucoup par analogie, pour montrer les liens, hein, pas pour... Si l'analogie avec le langage mathématique donc est évident, moi il me semble que le contexte de son élaboration lors des controverses psychanalytiques qui faisaient rage à Londres, entre Mélanie Klein et Anna Freud, ne l'est pas moins. Il cherchait les plus petits communs dénominateurs nécessaires à l'observation psychanalytique. Alors revenons à l'identification projective. Pour lui, l'identification projective est aux sources du pensée. Et la pensée se source dans le préverbal, dans la sensorialité. L'identification projective, c'est un mécanisme inconscient de se débarrasser. Alors évidemment, ça vous rappelle des choses. Ça, je ne l'aime pas, je le mets dehors. Mais c'est pas ça. Parce qu'en fait, dans ce mécanisme, la partie de la personnalité qui était en train de prendre conscience de quelque chose est elle-même évacuée. C'est ça le clivage destructif. Dans ce processus qui cherche à évacuer l'insupportable, le clivage a attaqué l'appareil perceptif. Aux sources de l'expérience, ça c'est le titre d'un de ses livres théoriques, il y a cette expérience source
dont le destin dépendra de la manière dont elle aura pu être transformée. C'est aussi un des grands concepts de la transformation chez Bion. Alors, deux notions clés encore. La rêverie maternelle. Vous savez, hein, la rêverie maternelle initie la fonction de pensée en transformant l'excès, peut-être l'excès de jouissance, dirait-on en langage lacanien, pour le rendre supportable. C'est elle, cette rêverie, qui fait du mécanisme d'identification projective un premier mode relatif. Et ça, c'est Bion tout seul, ça, c'est pas Mélanie Klein, hein, c'est vraiment ses transformations à lui. Mais si l'esprit de la mère n'est pas ouvert à recevoir cette moisson d'éléments, il y aura hypertrophie de ce mécanisme qui laissera dans des terreurs sans nom, des agonies primitives. Comment ne pas penser à la modélisation faite par Tamara des vécus psychiques associés ou non, pour la mère, aux transformations physiologiques des 3 temps de la grossesse. Bion nous dit qu'il y a eu une évacuation, mais qu'il y a un reste qui demeure, et que ce reste, qui a un pouvoir comparable à celui de la blessure qui s'infecte. Ce reste, il n'a jamais été conscient ou inconscient. Il faudrait un autre mot pour désigner ces éléments qui, dans la psyché, n'ont à aucun moment été conscients, ce qui signifie qu'ils n'ont jamais été inconscients non plus. Pour lui, ce sont des pensées sans penseur qui doivent être accueillies dans l'esprit de l'analyste, aussi stupide, étonnante, énervante soit-elle. Pour parler de ça, il parle des personnages de Pirandello, mais en quête d'un auteur, mais d'une façon encore plus fragmentée. Hein, on n'est pas forcément encore dans les personnages du secondaire ou de l'objet total, comme certains disent, de façon très fragmentée. Et il nous dit, ça c'est aussi un concept de Bion, parce qu'il y a des mots comme ça qui reviennent un peu comme des mantras dans sa pensée ou dans ses discussions, c'est la fameuse idée d'être sans mémoire et sans désir. Mais c'est essayer, pour capter toutes ces survivances dont il nous parle, de ce monde qu'il compare avec le monde, avec les phénomènes qui peuvent se passer dans la physique quantique, tout en sachant bien, comme je vous le disais tout à l'heure, que l'analogie qu'il fait, c'est pour arriver à penser quelque chose tellement difficile à penser ou qu'on ne peut pas se représenter, qui a à voir avec la vie de l'esprit. Mais que donc la mémoire et le désir, c'est des choses qu'on connaît déjà ou qu'on espère, donc c'est déjà saturé d'éléments secondaires, et ça nous évite d'avoir à recevoir cette moisson de pensées très pénibles, désagréables, incongrues, épuisantes, il faut dire, qui sont là dans le champ transférentiel. Voilà, donc c'est ça, sans mémoire et sans désir, pour capter ces survivances. Mais Bion nous prévient. Le patient dépend de la sensibilité de l'analyste aux vagues signaux qu'il est incapable d'amplifier, le patient. Mais nous, en devenant des récepteurs, nous prenons un grand risque. Alors, pour continuer aussi dans les notions, il y a les fameux éléments alpha et bêta et la barrière de contact dont on a déjà un peu parlé ce matin avec ces questions de la synapse. On a parlé de vous, enfin, en vous écoutant tous les 3 ou tous les 4 ce matin, c'est sûr qu'on voit à quel point il y a un noyau qu'on touche, hein, chacun avec ses outils. À sa manière. Voilà, chacun avec ses outils. Ouais. Alors, ces fameux éléments alpha et bêta, donc on parle des alpha, mais on commence toujours par les bêta. Donc les éléments bêta, pour vous donner un exemple, même s'il n'est pas bon, mais dans un de ses derniers textes, Mémoire du temps à venir, il dit que les coups de pied fétaux, ça peut être des éléments bêta, par exemple, pour en donner une représentation. Mais bon, ça c'est... Voilà. Donc, ces éléments bêta, c'est des afflux toxiques d'excitation. C'est de l'excitation. C'est un matériau d'excitation. C'est des impressions sensorielles qui ne sont pas mentalisées. Ces éléments, nous dit-il, peuvent s'agglomérer, s'accumuler, mais ils ne
peuvent se lier. On revient à la notion du lien. Ce sont ces éléments qui seront transformés par la rêverie d'abord d'un autre. Bion nous dit que la rêverie maternelle ou la fonction alpha, c'est à la différence de toutes les autres fonctions physiologiques, une fonction qui s'exerce pour le petit homme que si d'abord quelqu'un l'a exercée pour lui. C'est la seule fonction. Donc, ces éléments vont être transformés par la rêverie d'un autre pour pouvoir en garder quelque chose de supportable, sous la forme de ce qu'il va appeler les éléments alpha, qui sont donc la contrepartie mentale de la réception de stimuli qui ont été rendus digestes à la vie psychique. Alors la digestion, on en a parlé aussi ce matin, mais la conception de Bion de l'appareil psychique sur le modèle digestif, là encore de façon analogique, est là présente encore. Alors ces éléments, c'est proche des images sensorielles qui vont s'organiser. Ces éléments, ils forment un premier tissu, un premier tissage d'une membrane perméable qui va permettre d'établir une première différenciation. C'est là où pour lui naît quelque chose d'une différenciation avec enfin, tout dépend comment on l'appelle, l'infini, la matière. Cette membrane, il l'appelle à la suite de Freud, parlant de la synapse, il l'appelle barrière de contact. C'est cette barrière qui rend possible le processus du rêve, qui pour Bion est continu comme la respiration. Le rêve permet la respiration psychique. Et il y a une pensée vigile et inconsciente des rêves. Pour Bion, ce n'est pas l'inconscient qui permet le rêve, mais le rêve qui permet l'inconscient. Comme les pensées qui nécessitent un appareil pour les penser, les éléments alpha s'organisent en appareils à rêver pour produire des images du rêve. Alors il imagine ça, je vais vous une autre citation, où face à des situations, c'est un patient où les éléments alpha, qui évidemment sont inconscients, c'est leur manifestation, enfin la notion, oui. Voilà ce que dit Bion en parlant d'un moment clinique. J'arrivais parfois à mieux visualiser la situation. Le patient était un fœtus auquel étaient communiquées les émotions de la mère. Mais le ressort ou la source de ces émotions lui demeurait inconnue. Il ne pouvait pas faire de lien. Bion, lui, ressentait qu'il contenait des fonctions de la personnalité du patient, qu'il était sa conscience et que le patient avait une fonction alpha défectueuse. Alors, pour Bion, et pour reprendre comment il articule cette fonction avec les deux principes du mode de fonctionnement psychique, il rajoute quelque chose, parce qu'il trouve que toutes les théories sont très bonnes, mais qu'il y a toujours quelque chose qui manque au niveau de l'observation de ce qui l'intéresse, et de sa façon de penser la psychanalyse comme une observation du psychisme humain, un peu comme toutes les sciences, et qu'il rajoute donc à ces deux principes cette fonction. Et que cette fonction traite en permanence la coexistence des deux principes. Ils se chevauchent par cette frontière qui est un lieu de partage fluide qui est fait d'éléments alpha, cette membrane qui à la fois limite et relie par rapport à l'infini. Donc on revient à cette question de la membrane et je pense qu'on va beaucoup y revenir. Bion cite souvent Pascal pour parler d'un monde infini sans contenance. Le silence de ces espaces infinis m'effraie. Ça, c'est le monde de terreur dont on parlait tout à l'heure. Alors, pour continuer, encore une petite idée pour entrer dans cette pensée qui déconcerte souvent. Dès ses premiers travaux sur les petits groupes, donc pendant la Seconde Guerre mondiale, où il était médecin militaire, et dans son travail avec Rickman sur les groupes et à Tavistock, il a, dès ces moments-là, donc, délimité deux niveaux de fonctionnement, en différenciant
les hypothèses de base et le proto-mental, ça aussi, c'est deux concepts, enfin deux signifiants, comme on dit, qui reviennent tout le temps quand on parle de Bion. Donc, les hypothèses de base et le proto-mental, c'est pas la même chose que le fonctionnement psychique secondarisé. Donc, les hypothèses de base sont la cristallisation automatique des premières émotions, où il ne s'agit que d'attaquer, fuir, parasiter ou attendre un sauveur. Il parle là du fonctionnement grégaire chez nous tous. Ce qui m'a paru très proche dans la littérature de cette notion, c'est tout le travail de Nathalie Sarraute avec ces fameux tropismes, si proches des premières sensations. Alors ça, c'est pour les hypothèses de base. Et pour le proto-mental, c'est une première matrice. On revient encore, il parle encore de la matrice. Hein, une première matrice où tout reste mélangé, indifférencié. C'est une matrice qui reçoit des débris des expériences naissantes, y compris prénatales, qu'il appela les objets bizarres, ça c'est encore un mot qu'on retrouve souvent, des représentations de choses, du concret, des survivances d'autres règnes, minéral, végétal, animal, aquatique, ça vous reconnaîtrez l'affiliation férenzienne. Ce premier niveau, cette organisation est toujours agissante, c'est ça le plus important, parce qu'elle est nécessairement agissante, parce qu'elle participe du flux de l'existence dont l'aventure humaine est une forme qui se détache. Une des spécificités de ce mode de fonctionnement du proto-mental est que les décharges, les excitations, peuvent se faire dans le corps ou dans le psychisme, indifféremment d'une certaine façon. Bion parle des chemins psychosomatiques ou somato-psychotiques. Et c'est marrant, enfin je vous dirai après. Alors, une citation encore. Parfois, la personnalité prématurée continue sa vie dans une proximité inquiétante avec son locataire post-mature, dans le même soma physique. Parfois, le partenaire psychosomatique fait preuve de qualité émotionnelle. Parfois, son partenaire soma-psychotique exige prise en compte et reconnaissance de ses dons physiques et psychotiques. Je décris la situation en termes naïvement imagés. Il existe d'autres descriptions, mais la plupart ont été imprégnées de connotations péjoratives. Et il les énumère. Le malade est un hypocondriaque, un fou, un malade mental, trop difficile, usant. Voilà. Il précise aussi que ce niveau n'appartient pas à l'individu. Hein, il n'y a pas eu encore d'individuation, mais au groupe. Et il parle de maladie de groupe. Je pense qu'on va pouvoir y revenir par rapport à l'enclave. Voilà, j'ai presque fini. Donc voilà, en quelques mots, forcément trop compacts, ce qui m'a semblé l'essentiel à vous dire pour nourrir notre discussion. Avec ces deux piliers de Freud et de Mélanie Klein, et à une bonne distance des deux, il n'a pas cherché à rajouter une théorie, elle se périme si vite, mais à outiller la psychanalyse pour le temps actuel, l'ouvrant à des questions restées mystérieuses ou inaperçues. Nous étudions l'inconnu, nous rappelle-t-il souvent. Et l'inconnu aujourd'hui, pour nous aujourd'hui ici, c'est l'inconnu à connaître, c'est l'enfant enclavé.